Salut chers internautes, internautes.e.es. Bien entendu, nous sommes toujours... On a déjà fait cette blague-là. toujours C'est dans pas une blague, c'est de la tolérance. On est toujours dans les territoires étendus de la dictature de l'UQAM. Bienvenue en terre des exilés dans les fins fonds de l'Internet. Aujourd'hui, comme d'habitude, votre animateur Michael Lauzon à votre service. J'ai à ma droite, une fois de plus, Samuel Vanas. Salut Sam. Salut. À ma gauche, j'ai Félix Brassard, humble commentateur, haineux et colérique. Toujours humble, toujours colérique. C'est qui me décrit bien. Ça m'enrage! Et plus que ça, aujourd'hui, chers auditeurs, nous avons un participant de plus, un invité de marque, Monsieur Sacha Thibault, un citoyen engagé qui se prénomme lui-même empereur de l'entêtement, un ancien du Bloc québécois, un militant acharné depuis plusieurs années. Il a passé beaucoup de temps dans les partis politiques et les organisations indépendantistes. Donc, vous l'aurez deviné, notre sujet de prédilection, selon le titre, c'est le Bloc québécois, la débâcle du Bloc de la semaine dernière. Donc, je rappelle les faits. Mercredi de la semaine dernière, donc c'était peut-être le 28 février, que les 7 députés du Bloc ont claqué la porte à Martine Ouellette. Pas contents, ils sont partis. Ils ont quitté le parti. Donc, petite théorie, petit portrait de la chose. Il y en a qui disent que, dans le fond, c'est une division qui est interne au parti politique du Bloc québécois. Depuis sa fondation, donc entre un bloc institutionnel qui est voué à défendre les intérêts du Québec et à avoir sa place bien assise au chaud au Parlement d'Ottawa, versus un autre bloc qui est plus dissident, plus indépendantiste, qui n'en a rien à foutre de s'institutionnaliser, qui veut parler juste d'indépendance. Les intérêts du Québec, ben, ça prendrait de bord. Donc, cette espèce de dialectique-là entre l'institutionnalisation versus la non-institutionnalisation qui est en jeu, c'est une théorie de certains commentateurs et observateurs de la politique. Le groupe démissionnaire accuse Martine Ouellette d'être une despote, une chef non charismatique, qui manque de leadership, qui prend tout autour d'elle. Donc, il y a plusieurs causes à ça. On va en discuter pendant l'émission. De l'autre côté, Martine Ouellette, bon, elle comprend pas trop pourquoi les enfants ils ont quitté la maison puis ils font la fugue. Là, c'est comme une mère monoparentale qui se retrouve devant ses enfants qui fuguent, puis elle n'est pas là, puis elle est bourgeoise, puis elle boit du vin. Là. Mais bon, très de plaisanterie. Allô, police. Martine Ouellette, elle comprend pas, je veux dire, elle a subi les foudres des médias, des journalistes et tout ça. Donc, il y a une violence assez inouïe qui se joue en ce moment entre les différents partisans des différents clans et des journalistes et des gens qui observent la vie politique et publique. Donc, sur ça, on va commencer avec les commentaires de mes chers collaborateurs habituels, Sam et Félix. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je vais pas trop m'étendre parce que je considère que ça va être bien d'entendre le point de vue de Sacha, qui a sûrement plus d'informations que nous par rapport à cette affaire-là. Mais je vous dirais que on a l'habitude de voir les crises de façon toujours négative dans le mouvement souverainiste. Comment on va avoir l'air des unis, on va avoir l'air nanana. Mais je considère que on est un mouvement qui s'aveugle volontairement trop souvent. Puis que c'est l'occasion de faire le point, de se remettre en question, de se remettre en perspective, de se donner une nouvelle orientation. Puis ensuite de ça, bonne nouvelle pour le Bloc jeunesse québécois, ils ont des nouveaux membres. Ça a vraiment brassé la cage finalement, ça a réveillé du monde. Puis, ça a attiré des gens. Puis la politique, c'est une affaire de passion. Donc, c'est pas parce que c'est négatif qu'il faut commencer à se ronger les ongles. Je pense qu'il faut aborder cette crise-là de manière froide, comme des samouraïs, se tenir debout, puis rebondir là-dessus. Et au moins, on est dans un parti qui est beaucoup plus en santé qu'on le pourrait croire que, mettons, le PLQ, où que, dans le fond, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien... tu sais, c'est des Italiens dans une arrière-cuisine de resto, puis that's it, là, je veux dire, c'est incestueux comme parti. Puis là, on a quoi? On a 6 démissionnaires aussi, ils vont pas se représenter aux élections. Mais on n'en parle pas comme ça, là. C'est Parce pas qu'il n'y a pas d'affaire qui c'est brut. Il n'y a pas d'affaire qui c'est brut. C'est pas un peu faussement spectaculaire
cette espèce de querelle-là, est-ce que c'est une querelle, si tu veux, sans fond? Dans le fond, on disait avant l'émission, on dirait l'apocalypse, mais si au moins il y avait eu une révélation. Justement, Non, mais, est-ce que. mais est-ce que la c'est quelque chose de- comparaison, Ben, tu c'est sais, ça, je c'est veux ça que pas. j'essaie de dire. C'est que, regarde, t'as une crise, bon, ben, c'est le temps de la prendre. Faut pas la nier, faut pas dire, oh non, c'est pas le radeau de la méduse, là. Tu sais, c'est la bonne occasion de faire le point. Puis de toute façon, moi, je vais te le dire, moi, dans cette crise-là, mon compas là, politique, c'est Gilles Duceppe. Quand Gilles Duceppe est pour de quoi, moi, je suis contre. Genre, qui supporte les démissionnaires, ben moi, je suis avec Martine. Déjà là, si mettons, je suis pas trop informé, là, je me fie mon indice Gilles Duceppe. Donc, Gilles Duceppe, le BHL de Sam. Ah, il m'a éclairé de ses yeux bleus. Félix, qu'est-ce que tu as à dire sur cette situation? Ce que j'ai à dire là-dessus, moi j'ai probablement une vision un petit peu différente de celle de Sam, honnêtement. Moi, bon, il trouve que c'est selon lui, c'est le signe que, bon, le Bloc québécois sera un parti plus sain, par exemple, que le Parti libéral, où c'est vraiment la discipline très très sévère, puis il n'y a jamais de dissidence, puis bon, tout ça. Il faut quand même mettre quelque chose en perspective. C'est que les libéraux, eux, ils gagnent, puis ils gagnent depuis longtemps. T'sais, à un moment donné, si on veut être capable d'arriver à quelque chose, il faut pouvoir avoir un minimum de discipline. Mais Puis au dans bloc, le on mouvement- gagne pas. Non, ben, les souverainistes vont de défaite en défaite depuis 30 ans. Moi, je fais excusez de le faire remarquer, puis d'être toujours dans cette espèce de petite division complètement stérile. Moi, je regarde ça. Bon, je suis membre du Bloc québécois depuis un petit moment, puis honnêtement, j'ai pas envie de prendre pour un camp plus qu'une autre. Je considère que je trouve ça tellement absurde ce que je suis en train de voir en ce moment. D'un côté, on a une chef, Martine Ouellette, qui a été élue en avril dernier, que depuis qu'elle est élue, on n'a jamais entendu parler d'elle, sauf pour entendre dire que finalement son caucus l'aimait pas, alors que son caucus, finalement, le parti, le Bloc québécois, ont mis en place des règles pendant la course à la chefferie qui faisaient en sorte qu'elle était pratiquement la seule à pouvoir se présenter parce que la mise de fonds était trop élevée, les délais étaient trop courts, ça fait en sorte que des petits candidats, comme par exemple il y avait Félix Pinel, puis peut-être qu'il y aurait pu en avoir d'autres aussi, ces candidats-là ont même pas pu se présenter contre elle, donc ça a été un couronnement. Donc on a couronné cette femme-là qui a strictement rien fait pendant un an. Puis là, on se retrouve aujourd'hui qu'on a, bon, 7 députés qui faisaient quand même d'assez bon travail. Ils pouvaient soulever des points intéressants concernant les paradis fiscaux, concernant les lois sur les banques quand même. C'était pour un parti de seulement 10 députés, le Bloc québécois. Moi, je trouvais ça très satisfaisant, qu'est-ce qu'ils faisaient comme travail. Là, eux, ils décident qu'ils claquent la porte parce que supposément, ils n'arrivent pas à défendre les intérêts du Québec, parce que on axe trop promotion de l'indépendance alors qu'on fait rien. Tout ça m'apparaît complètement absurde. D'une part, on peut très bien faire la promotion de l'indépendance tout en défendant les intérêts du Québec. Les deux sont pas antagonistes. Donc, donc les démissionnaires, je les trouve idiots. Mais de l'autre côté, tous ceux qui se rallient derrière Martine Ouellette en disant « Ah, c'est la candidate de l'indépendance décomplexée », tout ça. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a foutu depuis un an, Martine Ouellette? J'étais sur le bord de mettre sa face ses peintes de lait tellement qu'on la voyait pas, là. J'en étais inquiet. Alors voilà, moi, c'est le constat cynique de Félix. Découragé. Donc, En fait, c'est elle la fugueuse dans l'histoire. non, c'est ça. Elle a fugué du Parti québécois. Ouais. Quand même, c'est un peu ce qu'elle a fait, effectivement. Cette histoire-là, je trouve que ça touche un peu de l'irréel, en fait, parce que quand on l'analyse de tous les côtés, en fait, on se retrouve avec un groupe de parlementaires, en fait, qui font un move politique extrêmement fort, alors que c'est plus ou moins justifié par rapport à la situation. Puis surtout un move politique de leur part qui va absolument pas dans le sens de leurs intérêts, dans le sens de ce qu'ils veulent faire. Il y a un adage qui, je crois, est peut-être l'un des très rares consensus. Nous, on se fait croire au Québec là, qu'on aime les consensus, mais on est tout le temps en train de se pogner et on n'est pas d'accord. En fait, on fait juste tous se mettre en désaccord avec une position. Là. Sauf sur les expressions. Sur les expressions, on a tendance à être assez consensuel. Puis il y a une des expressions qui est les absents ont toujours tort. Puis c'est exactement ce que ces gens-là font en partant. Ils ont de facto tort. Parce que si ce qu'ils dénoncent, s'ils tiennent tant que ça réellement à défendre les intérêts du Québec, alors ils seraient restés. Puis ils auraient trouvé moyen de pousser. Il y a
moi, quand j'entendais les prophètes de malheur, comme Mme Ouellette a dit, c'est effectivement, là, c'est très vrai, là, à quel point ils sont durs, les commentateurs, puis ils lâchent pas le morceau, puis ils sont bien pensants. Les commentateurs sont très bien pensants, d'ailleurs. Là. Moi, quand je vois quelqu'un comme Drainville me parler de comment tu es censé gagner alors que monsieur n'a pas été capable de mettre à terme son projet, tu es un perdant, mon gars, puis tu viendras certainement pas me faire la morale sur la victoire, OK? Puis Caroline Saint-Hilaire aussi, qui est une personne. Là, c'est beaucoup parce que j'écoute TVA puis l'ajoute, mais je pourrais autant en parler sur chacun des analystes qu'il y a aussi au Club des Ex. Ce sont tous des personnes qui ont vécu des situations parfois difficiles, qui ont quitté la politique parce qu'ils n'ont pas été capables d'aller chercher aucune victoire, alors qu'au moins Martine Ouellette a été capable d'aller chercher des victoires. Puis surtout, moi, j'aimerais beaucoup poser une question à ces sept-là. Martine Ouellette, demain, elle lâche le poste. Est-ce qu'il y a un seul de ces sept-là qui aurait le courage de se présenter? Ils ont eu plus d'un an pour y penser. Puis savez-vous quoi, j'ai un premier punch de la soirée. Martine Ouellette n'était même pas notre choix. Parce que moi, je suis un ancien président du Forum Jeunesse, cher auditeur qui ne le savait pas. Puis j'ai été dans les gens qui ont amené justement les méchants radicaux en ce moment, là, qui dirigent le parti. Disons que Mario Beaulieu n'aurait jamais pu être élu sans moi. Je l'affirme aussi simplement que Xavier a pu amener Mario Beaulieu par un appui au Forum Jeunesse. Puis cet appui-là qui est arrivé à Mario Beaulieu. Tu parles de Xavier Barsalou-Duval? Oui, de Xavier Barsalou-Duval, exactement. Puis bon, le vote a passé de 2 voix. Puis c'était serré. Puis c'était les gens, des militants que moi j'avais amenés qui étaient déjà formés. Puis c'est comme ça qu'on a changé le bloc, en fait. Notamment en étant meilleur qu'eux. Parce qu'en plus, c'est aussi ça l'affaire. C'est que moi, je pense que beaucoup de personnes doivent se regarder avant de parler. Et ceci étant dit, bien entendu, j'ai perdu le fil de mon idée, comme d'habitude. Non, mais tu sais, ton constat que tu faisais auprès de Martine Ouellette, qui dans le fond est arrivée là un peu. C'est ça, oui, c'est ça. Parce qu'il y a quelqu'un Puis qui l'a Martine, remplacé. c'est ça, il y a ça. Puis Martine était même pas notre premier choix. Notre premier choix, c'était Michel Boudria. L'ensemble des radicaux, on a approché Michel Boudria, on l'a gossé pendant des mois et des mois. Puis il y a des gens, il y avait même des gens de l'appareil parlementaire de l'équipe proche de Martine Ouellette en ce moment qui résidaient directement chez Michel Boudria à Ottawa, qui s'est acheté ou loué une maison, une grande maison, fait qu'il y était plusieurs à vivre dedans. Puis on a été des mois et des mois et des mois à achaler Michel Boudria pour qu'il vienne et il n'a pas voulu se lancer. Mais Michel Boudria, qui est en ce moment dans les députés démissionnaires, c'était le choix des radicaux, tu nous dis. C'était le choix. C'était la première personne, parce qu'on se disait un ancien militaire, personne avec de l'éloquence, un gars qui a l'air... le monde fondateur d'Option Nationale aussi, un des fondateurs, effectivement, où j'étais moi aussi. Le gars, il a l'air d'un René Lévesque, il est là avec sa clope, puis il sacre, puis tu sais, dans son comté, le monde, ils le prennent pour René Lévesque, là, quasiment. Là, oui, il a de la gueule. Il a la même attitude que lui, il aurait été un choix parfait, et en plus, c'était un député. C'était pas contre Martine Ouellette, c'est juste que c'est plus légitime, c'est plus facile, puis c'est plus contrôlé. C'est plus facile de contrôler les choses, puis de faire une transition comme ça. Puis Michel Boudria a refusé cet appel-là à plusieurs reprises, donc on s'est tourné ensuite vers Martine Ouellette. Et là, il va démissionner. En chialant, puis en pleurant. Mais à un moment donné, il faut savoir prendre son trou. Là. Tu as fait des choix, il faut que tu acceptes tes choix jusqu'au bout. Donc c'est illogique. Et, essentiellement, ce qui se passe en ce moment, c'est que les gens qui sont des élus, qui deviennent des députés, surtout quand on parle de député fédéral, finissent par devenir dans une espèce de bulle où est-ce qu'ils ont vraiment un ego extrêmement exacerbé. Extrêmement exacerbé. Et ça, peu importe qu'ils soient tout seuls ou qu'ils soient dans le Parti libéral, c'est toujours ce qui arrive parce que leur fonction aussi leur demande un peu d'avoir ça, mais ils sont tellement attaqués qu'il faut que vous vous développiez en politique un ego qui vous sert d'armure. Bien, essentiellement, c'est vraiment l'essence de ça, c'est un malentendu. Puis des gens qui sont tombés dans un état émotionnel qui a fait que l'ego a pris le dessus, puis il y a eu une non-résolution de conflit. Ben, c'est quand même bizarre, là. Les 7 députés qui arrivent, OK, on démissionne parce que nous, on veut défendre les intérêts du Québec. Y a-tu de quoi de plus illogique que ça? C'est pour ça c'est complètement absurde. C'est pour ça que tout le monde, même pas besoin d'avoir un cours 101 là, de logique, là, va comprendre que, OK, non, ça c'est superficiel. Là. Ça c'est clairement, ça c'est une carapace, puis ça c'est mentir au monde. Puis ensuite de ça, dans une relation là, avec d'un parti où il y a un maître, OK, puis il y a des serviteurs au bon sens du terme, des gens qui sont là prêts à servir pour la cause, il n'est pas supposé avoir ce genre d'accroche-là. Il y a juste des accroches, comme tu l'as dit, quand il y a des relations interpersonnelles ou que là, il y a des égos, puis là, il peut y avoir
des accros. Non, c'est sûr, c'est l'équivalent de dire, OK, le navire avance pas assez vite, fait qu'on va se crisser à l'eau à la place, tu sais, je veux dire, comment tu peux penser que tu vas améliorer la situation en faisant ça? Puis ces gens-là, ils ont été élus à cause de la bannière du blog. Donc, en plus de ça, ils vont complètement à l'envers de leur propre intérêt. Donc, c'est vraiment une question, c'est une tentative de push, c'est vraiment une manipulation politique, en fait, littéralement, parce que finalement, tu sais, là, je blâme beaucoup les 7 démissionnaires. Il y a eu des erreurs, des grosses erreurs du côté des radicaux, des grosses erreurs du côté de Mme Ouellet, qui s'est entourée de très mauvaises personnes. Ça, c'est pas à défaut même que certaines personnes, dont moi, aient tiré une lumière là, sur des gens comme Louis-Philippe Dubois qui n'avaient pas leur place là, puis qui ont maintes et maintes reprises ont prouvé que c'était des sociopathes. Puis vous pouvez pas avoir des sociopathes autour de vous quand vous gérez la politique, à moins d'être la personne la plus empathique de la planète Terre. C'est ça, c'est pas Blanche-Neige. Ouais, t'as perdu ses 7 mains, là, mais je veux dire... non, mais Martine, même tu l'as vu, là, tout le monde en parle après une semaine. C'était quoi? Tu sais, je veux dire... C'était le lendemain quand même, ça a été enregistré. Ce monde-là, on dirait qu'ils touchent pas à terre. Ils touchent pas à terre. Ils n'ont pas de vision. Martine, elle s'est votée quoi? Madame 95 000? Là? Ouais, je veux dire, c'est un problème. Il y a beaucoup d'égratignures sous le respect que tu peux avoir cette personne-là, mais quand même, elle occupe le poste, puis tu respectes le poste. Tu respectes pas Martine. Mais est-ce qu'on n'assiste pas justement à un problème de culture militante en soi? Là? Parce que j'ai l'impression que là, on fait face à une situation, genre, il y a des enfants qui veulent jouer, mais là, ils sont fâchés, fait qu'ils veulent pas jouer, mais dans le fond, leur désir le plus profond, c'est de jouer. Mais c'est vraiment... C'est beau ça, former des équipes, les gars. non, mais sérieux. Non, mais c'est notre 3e épisode sur misère dans le milieu militant. Ouais, exactement. Mais ça, je me suis étudié un peu à ça dernièrement, justement, parce que c'est un peu ce qui m'a poussé à vouloir aller explorer ce qui se fait en politique dans les autres pays. Il y a vraiment une crise du militantisme en ce moment en Amérique, parce que le militantisme, en fait, est très nourri depuis les années, je vous dirais, 60 à 70. À gauche, il y a des courants intellectuels qui sont malsains, qui sont très basés, très campés dans leur position, parce que souvent, la base de leur réflexion, c'est la réflexion marxiste qui est dans une logique de confrontation. Donc, vous avez aussi ce qui est plus à droite, qui est dans une logique réactionnaire, presque systématique, souvent conservatrice pour rien, ultra-libérale. Ce qui est bizarre des fois, c'est que ça se rejoint. Puis tout ce climat émotionnel et sectaire engendre une situation politique aussi qui engendre un peu que les militants en Amérique, c'est une caste, littéralement. Ce sont des gens qui vont souvent bien vouloir changer le monde. Puis quand tu veux changer le monde, quand tu as 16 ans, c'est certainement pas parce que ta vie a été facile, généralement. Soit tu as eu de la chance, c'est tes parents qui t'ont introduit à ça, mais souvent c'est parce que tu l'as eu dur, tu as été rejeté. Puis, fait que là, ça n'a pas d'amis, ce monde-là. Puis là, ça commence à s'investir en politique. Je vous le dis, ça m'est arrivé. C'est exactement ce qui m'est arrivé relativement. Mais moi, je sortais aussi beaucoup dans les bars. Fait que j'ai équilibré le tout, disons, avec du monde normal. Mais j'ai eu un peu cet effet-là. Puis pour avoir entraîné des générations et des générations d'environ 6 à 7 générations différentes de militants, c'est toujours le phénomène qui arrive. Vous avez des gens qui n'ont pas beaucoup d'amis ou encore qui commencent à militer dans le cégep. Puis c'est la période de socialisation d'un humain. Puis là, ils se débarrassent un peu de leurs amis qui avaient au secondaire. Puis tous leurs amis qui se font au cégep, qui sont des gens politisés avec qui ils ont milité, deviennent leurs vrais amis. Puis après ça, ben, pour de nombreuses années, c'est à peu près le seul genre de monde qu'ils voient. Donc ils se mettent vraiment à vivre dans une bulle qui n'existe pas. Ils évoluent d'une espèce de cloche de verre où là, ils en viennent à être coupés du reste de la population puis à pas comprendre ce que le reste de la population pense. Ouais. Or, pour l'action politique, il faut quand même être capable de cerner un peu c'est quoi les aspirations populaires. Oui, c'est le paradoxe, c'est que c'est du déracinement, c'est ça qui fait en sorte que ça devienne une caste, parce que ça produit de l'entre-soi, alors que ça devrait justement être des gens dans leur communauté qui disent « Hey, le gars de la pizzeria, puis les mères monoparentales devraient avoir tel droit ou telle lutte, ou telle organisation, tel règlement. » Alors ça, aujourd'hui, on aurait de la misère à avoir un vrai prolétaire, un vrai gars de la base qui parle tout croche au Parlement, mais qui représente vraiment qui pourrait être intelligent, qui pourrait représenter. Mais ça a toujours été un problème du parlementarisme, ça. T'as jamais eu un gars. Ben, pas en Amérique. Pas en Amérique. Beaucoup plus dans des pays européens, notamment en ce moment, Mélenchon, c'est littéralement ça. Là. On parle quand même d'un gars qui a un diplôme, qui est un ingénieur, ça n'a aucun rapport. D'ailleurs, Martine Ouellet aussi est une ingénieure. Hein.
C'est ça. Donc, Non, mais qu'est-ce ça que je veux dire? Juste c'est- une anecdote, ça me faisait penser à deux personnes qui ont navigué dans le milieu ultra-gauchiste anarchiste au cégep, puis tout ça, puis qui ont fini libéral. Au Jean final. Charest. Jean Charest, puis futurement Gabriel Nadeau-Dubois. Je prophétise ça ce soir. Oh. Mais bon, Mais Non, je mais- veux juste Quand Alexandre Mais- Taillefer va reprendre le Parti libéral, tu vas voir GND, là. Je voulais juste finir mon truc sur la culture militante. Là. ouais, vas-y. Sinon, je Sam. vais m'énerver. C'est que c'est ça, c'est que le problème, c'est que ces gens-là sont coupés du réel, donc ils compensent avec l'idéologique. Mais je veux dire, man, en 1300, les gars, ils se tapaient la peste noire. Je veux dire, Cortés arrive en 1500 cuc, là, découverte de l'Amérique. Je veux dire, ça, c'est du réel, là. Ça, c'est de la boucherie, c'est de la mort, c'est de la fatalité, puis tu le sens, le besoin de communautaire dans ce temps-là. Tu le sens. T'as pas besoin d'envoyer du monde dans les goulags là, pour leur faire comprendre. Mais ces gens-là, ils vivent sous une cloche de verre. Puis c'est pour ça qu'ils ont besoin d'avoir une compensation idéologique. Parce qu'ils se touchent pas à terre. Mais il y a aussi le fait que ce qui arrive, c'est que c'est au-delà de la compensation idéologique, c'est qu'il y a un auto-congratulation. Une auto-référence. Ouais, c'est ça. Il y a une auto-félicitation qui se fait Ok. entre eux, tu sais. Puis ce qui arrive, c'est qu'à cause qu'ils sont coupés du réel, ils se mettent à voir la vie au travers les yeux des médias. Ouais. C'est beaucoup une chose que je vois à l'intérieur des partis politiques, de voir la vie au travers des médias. Puis c'est donc de considérer qu'il y a des tout petites choses qui sont vraiment tout petites, puis où est-ce que, pour vrai, les gens n'auraient rien à foutre, même si ça sortait, c'est d'en donner quelque chose de super, d'en donner une importance ultra grande. Et c'est extrêmement nocif pour le climat, parce que le but des médias est de justement faire de l'énervement, tu sais, c'est de la sensation du sexe, puis du sang. C'est du sang qu'ils veulent beaucoup en général. Puis en plus de ça, avec la concentration des médias ici, presque tout journaliste est soumis à l'agenda politique de son patron, le propre agenda politique de l'analyste, son propre agenda politique à lui, l'agenda politique de l'actionnaire. Donc regarder au travers la vue des médias, c'est regarder au travers des yeux qui sont pas ceux que tu dois porter, qui sont pas les tiens. Tu regardes la vie comme comment tu voudrais qu'on la voit plutôt que comment toi tu dois la définir, toi tu dois la voir, comment ton expérience t'amène à la voir. La prétention d'objectivité des médias est un piège, en quelque Oui, sorte. c'est que complètement faux. On en vient à... On grandit quelque part avec l'idée que via les médias de masse, oui, on va savoir qu'est-ce qui se passe grâce à ces gens-là, mais on oublie complètement que, comme tu dis, ces gens-là ont un agenda puis qu'ils sont pas neutres de leur position. Ouais, puis le deuxième nom des médias, c'est l'opinion publique. Là. Je veux dire, ça n'a rien d'objectif, opinion. Mais, en tout cas, bref. Ben, c'est drôle en même temps, c'est un sujet qui est assez redondant dans notre émission, là, justement, là, que le mouvement indépendantiste ou nationaliste patriotique se voit toujours par le prisme médiatique. C'est vrai à quel point, à chaque fois qu'ils essayent de valider la lecture des médias, des situations et de l'actualité, ben, ils se ramassent toujours à perdre des points, même quand ils pensent être du bon côté. Ça c'est super absurde. Puis la première chose que Martine Ouellette a faite le lendemain, parce que tout le monde en parle, c'est enregistré le jeudi, là, puis ils font le montage jusqu'à dimanche. Puis la première chose qu'elle a faite, c'est aller à tout le monde en parle, se faire humilier, se faire poser des questions par ma tante Lepage, puis tout ça. Puis elle n'est pas capable de répondre, puis elle est ébranlée émotionnellement, ça paraît. Puis ça. Tu trouves Je veux qu'elle dire- avait l'air ébranlée, Ah ouais, émotionnellement? moi je vous je dis, trouve elle était qu'elle avait pas. l'air détachée complètement. Mais justement, Peut-être que c'est une réaction. c'est justement, c'est un peu un côté côté rationnel des ingénieurs, là, très technique. Là, Que on whoop, suit. la machine ne fonctionne plus. C'est ça. Qu'est-ce qu'on veut faire? Non, mais c'est ça. Puis moi, ça me. Tu sais, elle était déprimée, là, on dirait, elle était sur le Prozac, là, puis je veux dire, quelque chose qui marchait pas, puis Guillaume Lepage, il est tellement insidieux, il pose des questions de trou de cul, puis de petite bitch, là, pour vrai, là. Un exemple. Puis, ben là, j'ai pas l'exemple, parce que moi, j'ai une mauvaise mémoire, cher auditeur, là, vous voyez, je suis même pas capable de vous en reconnaître. Donc, non, mais tout ça pour dire que le mouvement indépendantiste... C'est quand même 70% de ton caucus. Tu sais, c'est 7 sur 10. Là, quand Ben, même. c'est- 7 sur 10 qui... Ces affaires, ben, c'est ça. Guillaume Lepage a dans son émission deux capacités. Soit il trouve le moyen d'être le sujet du lundi matin, puis il met dans la bouche des gens les questions qui vont se poser, ou soit il pose les questions des gens. Ouais. Il peut faire un bon travail certaines fois, puis en tout cas, du peu que j'ai vu, moi je préfère qu'on parle pas nécessairement de quelque chose qu'on n'a pas encore vu, qui est l'entrevue complète, mais
Guillaume Lepage fait souvent ça, de prendre des questionnements qu'il y a, puis il les amène, puis tu sais, il élabore, mais il y a vraiment une approche spéciale, tu sais, mais tu sais, moi je trouve que tu le vois aussi qu'il n'est pas un journaliste, mais en même temps, ça peut être une force, parce que comme, je sais pas qui je préférais affronter, tu sais, Dutrisac ou Guillaume Lepage, tu sais, moi Guillaume Lepage n'importe quand, là. C'est peut-être là justement le piège, là. Peut-être que tu vas mieux ressortir avec Dutrisac qui va te... ou qui va avoir une vraie confrontation à un certain point, là, dans une certaine limite, bien sûr, Guillaume Lepage qui va te détruire. C'est ça que j'allais dire. Moi, je vais raccrocher. Ça passe ou ça casse du Trisac avec Sacha, là. Je vais me lever pendant la télé, je vais même pas comprendre que fini ce que tu dis. Non, mais j'avais fini de toute façon, là. Donc, si ça vous dérange pas, on va faire une petite pause, puis on va aller en musique avec une musique une chanson d'actualité, une chanson de débâcle, et j'ai nommé le Haut-Québec chanté par Raoul Duguay. Donc, on se revoit après cette douce mélodie, cher auditeur. Financé par la section Marguerite Bourgeois de la Société Saint-Jean-Baptiste, par M. Campbell. Ça vient d'ici. On le salue. On le salue, merci pour ton 40 000 gaspillé. À plus. On te souhaite de... Québec, c'est nous, gens d'ici, gens de cœur, pays unique du nord de l'Amérique, grand peuple uni sous le fleur de l'Isée, nation qui fleurit et aspire au bonheur. Sous l'arc-en-ciel de l'amour, nous chantons liberté. Au fil des jours, nous gardons en mémoire notre histoire. Nous allons à la rencontre de nos ressemblances. Accueillons nos différences, respectons nos croyances. Notre fierté, notre victoire, c'est de parler français et de vivre ensemble en paix. Pays de nos amours. Donc, après cette courte pause musicale où on a senti que Raoul Duguay était à bout de souffle, bien sûr, comme d'habitude, avec une voix aussi aguichante et rocailleuse. Donc, de retour en studio du Salon des Exilés, dans les fins fonds des internets. Donc, Sacha nous a parlé un peu de ce qui s'est passé au bloc et tout ça. Mais en même temps, on pourrait aller encore plus dans les détails à ce qui paraît. Moi, j'ai une question pour lui. Comment ça s'est vécu de l'intérieur? En fait, de l'intérieur, c'est sûr que dans la manière, quand une fois que vous avez appris comment les choses se passent à l'intérieur, parce que j'ai beaucoup d'amis qui travaillent à l'équipe parlementaire, en fait, même pour certains députés, même certains députés démissionnaires. Même la première controverse en fait qui était arrivée il y a environ un an de tout ça, là, avant même qu'il démissionne, là, avec tout ce qui s'était passé avec Louis-Philippe Dubois, mais essentiellement, il y a beaucoup de mauvaises Ça vaudrait quand même la peine de rappeler cette histoire-là, hein, Louis-Philippe Dubois, qui avait été choisi comme chef de cabinet de Martine Ouellette, qui avait essayé de couler des informations pour essayer de planter Réal Fortin, qui était le chef intérimaire avant que Martine Ouellette arrive, faire couler des informations comme de quoi que le gars... il y avait des contacts avec les Hells, notamment. Wow, des choses assez incroyables. Là.
Oui, effectivement. Là, normalement, quand vous avez des informations compromettantes sur l'un de vos députés, vous le rencontrez en privé, puis vous lui faites comprendre qu'il prenne son trou, puis ça aurait été parfait pour le maintenir en place, en fait. Vous ne prenez pas ces informations-là pour aller voir directement un journaliste, vous prenez le risque qui arrive, ce qui est arrivé. C'est-à-dire que le journaliste aille voir le député en question, lui pose la question, hey, vous pensez quoi de quelqu'un de votre gang qui essaie de vous couler? Donc, tu sais, c'est sûr que pour Martine Ouellette, les choses ont mal parti. Sa crédibilité, son leadership a été extrêmement amoindri en face de ses députés. Puis c'est là, je crois, où est-ce qu'il y a un travail qui n'a pas été fait de se rattraper à ce niveau-là. Mais il y a quand même eu de la mauvaise foi, puis de l'amateurisme, même, je dirais, de la part des députés démissionnaires, parce que, bon, la journée que ça s'est passé, là, où est-ce qu'ils ont annoncé qu'il n'y avait plus confiance en Martine Ouellette, ils ont fait une conférence de presse à 11h, mais ils n'ont jamais appelé le cabinet, ils n'ont jamais appelé Martine Ouellette, ils n'ont jamais fait de problème comme ça. Puis une fois puis essentiellement, c'est un des employés qui a entendu des journalistes dire hey, ça a l'air que ça va brasser au bloc, puis qu'il va y avoir une conférence de presse, puis tout. Puis l'équipe autour de Martine Ouellette n'était même pas au courant, ni la garde rapprochée de Beaulieu, puis de Marilyn Gill et de Xavier Barsalou. C'est encore le même modus operandi. Oui, c'est exactement. Avec l'affaire du bois. Oui, c'est exactement. Ben là, pas grave de parler en deux. C'est ça, exact. Mais là, je parle vraiment pour l'événement de Dubois. C'est décourageant, là. C'est décourageant. On est face à nos élus, là, nos hommes politiques en qui on met une certaine confiance, bordel de merde. Nos élites avec un grand Z. Là, comme non, mais avec un petit Z. Il y a des gens là-dedans aussi qui ont gagné leur campagne électorale en littéralement volant le travail de d'autres. Il y a un des députés, il y a un des candidats, en fait, il avait tout fait sa campagne, même un an en avance, il avait préparé le terrain. Puis pendant la campagne, il a dû se retirer parce qu'il a écrit des propos où il appuyait Marine Le Pen essentiellement. C'est ça d'ailleurs quand je vous dis de regarder que les militants et les gens politiques regardent la vie par un spectre de médias. Je veux dire, le commun des mortels, vous dites que vous appuyez Marine Le Pen, il y a des chances qu'ils ne sachent même pas ce soit qui. Ou qui t'appuie. Ou qui puisse t'appuyer. Dans tous les cas, ton électorat, c'est les nationalistes, ils vont être capables de faire bof. Dans une campagne électorale, c'est vraiment de quoi qui passe, à moins que les adversaires décident de marteler ça, c'est vraiment de quoi qui passe dans le beurre. Puis si ça l'avait passé dans le beurre, donc ça ne méritait pas que la personne se retire. Mais en tout cas, donc ceci étant dit, il y a même des députés là-dedans qui ne méritent même pas leur poste parce qu'ils ont à peine travaillé là, pour l'avoir. Et ceci étant dit, je vais revenir à la journée où il est arrivé l'événement de Dubois. Donc là, l'équipe de Martine n'est pas au courant. Puis là, une fois qu'ils apprennent qu'il va y avoir une conférence de presse, ils font les liens, ils règlent les points assez vite, puis ils se rendent compte que ça va être ça le point. Puis à comme 10 heures, Dubois était renvoyé. Là. Puis quand ils ont fait leur conférence de presse pour dire qu'ils n'avaient plus confiance, puis qu'ils ont dévoilé l'histoire de Louis-Philippe Dubois, il n'était déjà plus à l'emploi. T'sais? Il y avait déjà immédiatement une action qui avait été faite. Donc ça c'est vraiment l'incarnation de la mauvaise foi. On dirait qu'il y a presque une volonté de nuire rendu là. Il y a une volonté de nuire. Il y a certains radicaux avec la dernière crise qui vient d'arriver où en fait il y avait quand même une continuité de la tension qui ont écrit des textes que j'ai lus puis j'ai trouvé ça niaiseux de leur part parce qu'en fait ça encourageait littéralement un point de vue très confrontationnel. Puis c'était bon, ben dans le fond vous avez vous avez les péquistes contre les radicaux. C'est un peu la dynamique, mais c'est pas tout à fait la dynamique. C'est-à-dire que c'est beaucoup des gens qui ont effectivement fait leur école politique au Parti québécois, qui prennent des anciens militants ou des anciens employés du Parti québécois, donc qui s'entourent de conseillers qui pensent dans le Parti québécois. En même temps, c'est pas vrai de tout le monde, je veux dire. Pas vrai de tout le monde. Simon Marcel, c'est un ancien d'Option nationale. On a parlé de Michel Boudria tantôt. Je veux dire, c'est de dire que c'est la gang de péquistes qui sont trop mous, ça m'apparaît un peu court comme explication. Effectivement, c'est ça. C'est vraiment dans le fond un déficit de bonne foi et de leadership mélangés ensemble qui finit. Puis généralement, quand ces deux éléments-là se rencontrent, vous finissez avec une catastrophe comme qu'on a en ce moment sur les mains. T'sais, puis certains analystes disaient cette semaine que le Bloc joue l'avenir du mouvement souverainiste, et c'est très vrai. Le Bloc joue l'avenir du mouvement souverainiste en termes de sa crédibilité. Parce que c'est continu depuis, comme tu disais, peut-être 30 ans qu'on fait presque rien pour l'indépendance, du moins par nos élus puis nos groupes. Mais non seulement on fait rien pour l'indépendance, mais on se pogne entre nous. Mais c'est normal, quand que vous avez des gens qui sont là qui sont animés par une ferveur politique de changer les choses, si vous ne dirigez pas vos troupes vers un objectif commun, ils finissent par s'entre-déchirer. Que ce soit dans une armée, puis que ce soit au Moyen-Âge, à l'Antiquité, à la Renaissance ou à la Révolution technologique aujourd'hui, c'est toujours la même chose, c'est un pattern continu. Canaliser les passions, n'oubliez ça, parce que c'est le premier art politique. C'est pas juste de faire des lois pour accommoder certaines communautés ou, je sais pas, de réduire le nombre d'heures de travail.
Faites juste lire l'histoire romaine, le petit livre, là, le gars, comment il parle, l'action des premiers rois, là, de Nouma puis de Romulus, là, c'est pas est-ce qu'on va augmenter la denrée de blé, est-ce qu'on va faire des assurances chômage, là. Non, c'est ok, faut canaliser leur force guerrière, on va les kidnapper des Sabines, après ça, il faut les calmer, il faut leur donner des rituels, puis prier en bon Dieu, là. C'est vraiment ça, là. Réel politique. Non, parce que ce que tu viens de dire, c'est très intéressant parce que si on met ça en parallèle avec notre époque, on n'est pas du tout dans une époque où il faut s'unir, où on prône le fait de s'unir autour de grandes causes. On est dans une époque où on segmente les gens en fonction de leur sexe, de leur couleur de peau, de leur orientation, de leur religion, etc. Puis où on essaye d'implanter l'idée à travers les consciences des gens que finalement, chacun de ces groupes-là a ses propres intérêts, a ses propres petits trucs, puis que chacun est toujours la victime de l'autre, finalement. Ouais, Donc, d'essayer de canaliser les passions de tout le monde vers un certain vers un but politique. Mais les gens sont pas des lobbies, je veux dire, il y a juste les identitaires de gauche pour voir le monde de même à travers l'espèce de prisme kaléidoscopique. Une espèce d'essentialisme un peu malsain, de toi t'es de même, donc toi c'est ça, puis ferme ta gueule. Sans vouloir, je vais vous attraper au vol, sans vouloir comme tel qu'on perd dans cette veine-là, parce qu'on pourrait faire une émission complète là-dessus. C'est ce que je disais en fait au début, c'est que en fait le problème c'est qu'il y a une catégorisation qui est liée en fait au fait que les thèses intellectuelles sont très marxistes. Puis le but du marxisme, faut pas oublier, c'est toujours d'être dans une idée de confrontation entre les classes. Maintenant, on peut plus être dans une confrontation des classes parce que c'est vraiment mélangeant de savoir qu'est-ce qui est un prolétaire, qu'est-ce qui est un bourgeois. Donc, il faut reclasser les gens et les recatégoriser. C'est pour ça que la gauche, en ce moment, elle est ridicule. Elle est dans une logique de catégorisation presque généralisée parce qu'elle veut, elle-même a perdu le sens de qui est l'ennemi puis qui est pas l'ennemi. Toi, tu dirais-tu... Non, mais ce foutu lutisme de classe congénitale de la politique québécoise. Est-ce que toi, tu dirais que le Bloc québécois, le Parti québécois est un peu gangréné par ce gauchisme délétère-là? Non, il est gangréné par une panoplie de c'est multicausal. Puis c'est pas juste le Parti québécois, c'est l'ensemble des partis politiques. Puis c'est même un problème occidental. En fait, l'Occident est à bientôt une croisée des chemins, en fait, là, qu'il va falloir qu'on fasse des choix collectivement vers où est-ce qu'on s'en va. Ça, en fait, c'est littéralement ce qu'on voit. Si on voit des gouvernements radicaux de gauche qui sont quasiment dans un nouveau discours d'un nouvel international, puis vous avez de l'extrême droite qui est vers une logique ultra-protectionniste de se refermer, tu sais. Puis ça, c'est justement symbolique du fait que ce qui était au centre, ce qui a permis au centre d'exister, puis ça, c'est l'héritage de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, c'est cette logique de vouloir travailler ensemble, d'essayer de vouloir essayer d'aller le bien commun, tu sais. Puis ça s'est vraiment perdu avec le temps. Ça s'est perdu notamment avec la naissance d'individus très forts, où l'individu est au centre de notre doctrine, de notre vie, puis c'est ma famille, puis tout ça. Puis on a perdu le sens collectif, puis on a perdu le sens du sacrifice. Il y a beaucoup de problèmes, puis avec le temps, ce qu'il y a, c'est qu'on a vécu une dégénérescence politique qui engendrait un climat extrêmement malsain pour militer, ce qui permet au mal de triompher. C'est une action des hommes de bien, mais c'est très difficile d'être un homme de bien dans le cadre de la politique, dans la manière dont elle l'est faite. T'sais. Moi, j'ai des amis, des gens même que je défends ce soir, quand même avec lesquels j'ai des gros désaccords idéologiques sur la moralité par rapport à la politique. T'sais, moi, j'accepte pas dans la vie qu'on me dise que c'est normal l'ingratitude. Et pourtant, c'est une règle non écrite. Quand vous atteignez les hautes sphères de la politique, c'est comme ça. C'est l'ingratitude, c'est normal. Puis c'est normal. Il n'y a pas de fraternité. Là, ouais, la fraternité, c'est secondaire. L'idéologie, c'est secondaire. Il y a juste les rapports de force puis les intérêts. T'sais. Donc, ça, ce qui arrive, c'est qu'il y a une fatalité qui s'est installée dans le regard sur la politique, même par les gens qui la dirigent. Puis ils ont institutionnalisé, puis ils ont construit une culture autour de ça, qui fait en sorte qu'il y a juste une médiocrité qui peut se maintenir. C'est difficile d'être capable d'aller chercher, de vouloir parler de projets communs, quand tout le monde même qui devrait diriger ce projet commun-là est là pour défendre ses intérêts, puis que tout le monde se met d'accord sur la règle du jeu, que c'est de même ça marche, c'est ton intérêt, puis ton rapport de force. T'sais.
Donc, tu sais, on parle beaucoup du Parti québécois, c'est juste qu'on voit plus au Parti québécois parce qu'il n'y a que des latins à l'intérieur de ça, que des Québécois francophones qui sont issus parfois de couches populaires, puis parce qu'ils n'ont pas de cause, genre, fait qu'ils se pognent entre eux. Tu sais, le Parti libéral, c'est plus facile d'être capable de maintenir parce que la cause commune, c'est déjà le statu quo. Tu sais, ça attire des Money individus. talks. Ouais, puis ils ont une mentalité incestueuse de mafieux, là. Ouais, ouais, ils ont une mentalité de mafieux. Tu peux flinguer ta carrière, ouais. Tandis que si t'es transfuge Parti québécois PLQ, ben là, t'as une promotion déjà, là. Ben, ouais, oui et non, parce que vous voyez, tu sais, comme on dit ça, mais genre, au Parti libéral, si vous êtes issu du mouvement souverainiste comme Raymond Bachand, tu sais, Raymond Bachand, durant sa course à la chefferie contre Couillard, il se faisait dire, monsieur, on aimerait bien voter pour vous, vous avez des bonnes idées, mais vous avez été souverainiste. Il y aura toujours le doute. Ils ont aussi leur problème idéologique. Puis le Parti libéral est aussi dans le trouble en ce moment parce qu'ils sont en train de perdre leur base, littéralement. On pourra faire une émission là-dessus si on veut. Là. Mais moi, j'aimerais aborder un autre aspect aussi, une réaction que j'ai vue, c'est à travers mon Facebook, là, je veux dire, ça reste relatif, là, mais les gens qui ont appuyé Martine Ouellette, c'est comme... Non, le chef, on suit le chef, puis tout ça. Les gens veulent un chef. Ils veulent se ranger derrière l'autorité. Puis c'est qui va faire l'autorité. l'éternel retour du sauveur, de celui qui va finalement régler la question et nous amener vers la terre promise, tout ça, retrouver notre Moïse à ceinture fléchée, amenez-nous là. C'est le retour des mythes arthuriens. Non, mais je suis convaincu que tout le monde ici, à soir, on connaît tous des gens qui nous ont dit « Ah, l'indépendance du Québec, ça peut être une bonne idée, mais pas avec Pauline Marois, ou pas avec un tel, ou pas avec lui, ou pas avec... » Ouais, ou l'inverse aussi. C'est comme... Une espèce de fascination pour PKP ou Rambo Gauthier. Pour pas le nommer. C'est pas comme si quelqu'un se Pas sentait quelqu'un était visite. ouais, non. Mais ça, il y a un aspect culturel à ça qui est bien entendu notre héritage catholique, mais je pense qu'il y a un aspect culturel même en tant que Canadien. En fait, là, il faut pas oublier qu'on vit pas dans une république, on vit dans une monarchie. Puis on vit dans une monarchie oligarchique en plus, malgré le fait qu'elle est libérale, elle est oligarchique relativement. Puis ce qui a toujours dirigé le peuple québécois, c'est aussi une élite, tu sais. Donc aussi, il ne faut pas nécessairement décrier le fait que les gens aient le réflexe de se tourner vers une élite, parce que c'est ce qu'ils ont toujours eu. C'est comme en vouloir aux Russes qu'ils se tournent vers un seul homme fort, c'est ce qu'ils ont toujours fait. C'est ce qui a toujours marché chez eux. C'est juste que là, pour une fois dans l'histoire du Québec et du Canada, ça marche plus d'avoir un chef. On peut plus avoir des intrigues de paroisse, là, parce que oui, s'il y a la culture des élites, il y a aussi la culture des petites communautés. Puis non, mais tu peux pas dire ça, tu fais pas partie de ma gang, puis encore là, tu penses à ton intérêt, à ton salut là, dans la paroisse. Là. Tu penses pas nécessairement, c'est pas une fraternité, une paroisse. Mais en tout cas, bref, ça serait un bon travail sociologique. Mais ça, c'est aussi à cause que c'est une continuité de génération en génération de la culture politique qui a toujours existé au Canada. Puis justement qui est l'incarnation même de la déconnexion des gens qui la dirigent par rapport à la réalité, parce que les gens sont beaucoup plus dans une logique universaliste, beaucoup plus une logique occidentale, une logique humaine. T'sais, en fait, donc le problème de ça aussi, c'est que là, les gens vont se désengager encore plus de la politique, ils vont même commencer à se désengager idéologiquement. Les gens étaient désengagés personnellement, mais maintenant ils vont commencer à l'être idéologiquement, et c'est extrêmement dangereux. Ben, c'est dangereux si vous considérez que l'État est une chose qui est importante. C'est positif si vous considérez que l'État est une chose qui est mauvaise. Et les nations. Mais c'est ça qui arrive. Ouais, je suis pas sûr de te comprendre là-dessus. Désengager idéologiquement. Les gens, admettons, ils restaient souverainistes, ils restaient libéraux, ils restaient conservateurs, tu sais. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'il y a une telle déconnexion qui est en train de s'installer que même un conservateur n'est plus un conservateur, un libéral. Il y a un flou qui se fait en ce moment. Dans le sens où c'est plus seulement un détachement par rapport aux partis politiques, c'est carrément un je m'en foutisme. Un refus de la cité, genre. C'est ça, un refus de la citoyenneté. Un refus de la cité, un refus de la conception sociale, un refus de ce qui dirige notre société. T'sais, notre société, depuis la fin des grandes révolutions, elle est dirigée par 3 courants. Le courant socialiste, ou communautariste, le courant libéral, puis le courant conservateur, tu sais. Mais là, il commence à y avoir des individus tellement complexes qui lisent à gauche et à droite, qui sont influencés par toutes les cultures du monde dans une logique universelle, que ce triangle-là est en train de disparaître réellement comme réelle chose qui dirige l'idéologie politique des gens. Tu sais.
Les gens se disent plus conservateurs, ils se disent plus un libéral encore aux États-Unis, mais ça c'est un autre phénomène. Mais comme notamment moi, je ici, pense, tu sais. Moi, je pense qu'ils se définissent encore selon certaines étiquettes puis catégories dont tu parles, mais ça signifie plus les mêmes choses. Je pense que, à mon avis, je pense que c'est le prélude à une scission dans la société qui est en train de se faire. Là. Mais Exact. qu'est-ce que ça va donner dans 15, 20, 30 ans? C'est une situation comme ça où une déconnexion, les gens ont plus confiance dans les institutions, ont plus confiance dans les partis politiques, ont plus confiance dans les idéologies. Ils récupèrent ça à leur propre sauce. Vers quoi qu'on s'en va? C'est quoi sans quoi les gens ont confiance en ce moment, c'est quoi? Ben, ce sont les entreprises, ce sont les entrepreneurs, ce sont les chefs d'affaires, ce sont les visionnaires entrepreneurs comme Elon Musk, tu sais. Donc, ce qui va arriver, c'est en fait que les gens vont tout simplement commencer à payer leurs taxes, payer leurs impôts, on va perdre, l'État va perdre. Déjà, il a perdu une une ça être pris en charge, les gens, là, quand même. Là. Oui, mais ils auront plus... la gratuité, puis... Ils voudront plus être pris en charge par quelque chose qui se méfie fondamentalement, qui est l'État. J'aimerais tellement ça. Non, j'aimerais tellement ça qu'ils non. pensent de même. Il Qu'il y ait de reste- la méfiance, de la jalousie, puis de la haine. Là. On manque de haine, puis c'est pas pour ça aussi que les gens sont des abusés puis des engagés. Non, c'est vrai, il risque plus d'aller mais, avec le flow, mais il continue. Ouais, mais c'est ça. Moi, je pense que tu soulèves quelque chose. C'est que l'individu néolibéral va se reconnaître dans des gens comme Elon Musk, les grands manias de l'industrie, de la finance puis de l'innovation. Mais le problème, c'est que tu peux pas avoir cette culture-là, cette mentalité-là quand tu es dans un parti politique. Tu peux pas juste penser à ton intérêt. Là. Ça, faut que tu comprennes que c'est une autre culture d'organisation sociale puis de vision du monde. Là. Tu peux pas te mettre à jouer au banquier de Wall Street. Là. C'est pas vrai parce que vous faites pas du cash. Vous êtes supposé unir un pays puis de penser justement dans la collectivité puis de poursuivre une mission. Puis ça prend beaucoup plus des soldats que des guerriers, parce que des soldats, ça reste quand même des gars qui attendent une solde, puis c'est des mercenaires au final. Là. Mais c'est des guerriers, puis c'est des gens qui sont capables de saigner ensemble. Style les hoplites athéniens. Là. Pourquoi qu'il y a une démocratie? C'est parce que les gars, ils sont capables de se protéger chacun de leur côté droit avec le bouclier, puis la lance est à gauche. Là. Bon, ben... Je veux dire, c'est comme ça là, que tu crées une société. Là, c'est par le premier front qui organise une société qui te permet de savoir sa nature, c'est les armes, c'est la défense. Bon, mais si tu n'as pas de menace, si tu mets pas la crise, il n'y en aura pas. Là. Tu sais qu'il arrive aussi, il n'y a pas tout à fait de menace, tu sais, à part pour le monde occidental, à part l'islam et tout le kit. Là, tu sais. Puis c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il y a des montées de l'islamophobie particulièrement en fait. Là. Mais bon, pour revenir plus à nos moutons, là, parce que là, on digresse beaucoup. On est en train de faire l'apologie de l'islamophobie. Mais bon. Ça a l'air qu'on est d'extrême droite. Fait que, bon, Ben là. on va bien le vivre. C'est correct. Salut les antifas, on vous salue. Je sais que vous nous écoutez. Donc. On nous écoute pas. Donc, si on peut comme conclure, il nous reste à peu près 10 minutes pour Tu cette voulais parler émission-là. de l'avenir du mouvement. Ben c'est ça. Est-ce que premièrement, est-ce qu'on assiste à la fin du bloc? Est-ce qu'en je pense que c'est 2019, les prochaines élections fédérales, est-ce que le bloc va manger sa vraie raclée, là, puis il va perdre tous les députés? Ou il va en garder un, indépendant? Si on était à 6 mois des élections, je te répondrais positif, mais on est à plus de 2 ans. Tu sais, puis 2 ans, c'est l'équivalent politique de l'histoire de l'univers. Là. C'est énorme. Là. Tu sais, il y a 2 ans, il n'y a personne qui aurait pensé que Jean-Martin Hossan se serait lancé au Parti québécois. Là, Ça change beaucoup. Il y a même 4 ans de ça, Pauline Marois était première ministre. Là, donc, il ne faut pas oublier, là, c'est énorme, là, 2 ans. Donc, l'électorat se rappellera peut-être plus ou moins de ça. Il va risque de s'en rappeler parce que c'est un gros coup, mais il n'y aura plus de charge émotive par rapport à ça. Tu as presque systématiquement un reboot automatique. Et est-ce que le bloc va se dégrader d'ici là, d'après toi? Ou, Ça va dépendre si Martine Ouellet trouve le moyen d'être capable au débat des chefs. Si elle est capable d'être au débat des chefs, moi j'ai assez confiance en ce que cette dame-là soit bien préparée et capable de bien mordre face à un Jack Missing avec son turban, puis un Andrew Scheer qui massacre le français, puis un Justin Trudeau qui a l'air d'un clown. Elle est tout à fait en moyen d'être capable de mener la charge. J'espère qu'elle aura plus de griffes qu'à tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Le but de tout le monde en parle, en fait, en tant qu'opération de communication, c'était d'aller chercher dans l'opinion publique, en fait, un vent de sympathie. un capital de sympathie. Un capital de sympathie. C'était la priorité, puis je crois qu'elle va réussir à le faire, en fait. Là.
Puis le but de l'affaire de Martine Ouellette, c'est que c'est une femme. Puis je pense que dans sa logique aussi de communication, on devrait beaucoup viser à parler aux femmes. Parce qu'il y a moyen qu'ils puissent relate. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est rare que je vais en appeler à ça, mais comme je trouve que c'est aussi ce qui se passe avec Martine Ouellette et surtout la réaction des commentateurs politiques est très symbolique de justement ce qui est décrit depuis certains temps, qui est le machisme intrinsèque, systémique de la société québécoise, canadienne, surtout canadienne, je dirais, parce que là, ça fait plusieurs chefs femmes qu'on a à la tête des gouvernements ou à la tête de partis politiques et ça finit toujours de la même façon. Moindrement qui tiennent leur bout, on les accuse d'être des folles, d'être des colériques. Et pourtant, là, c'est vrai ce qu'elle dit, le cadre que Martine Ouellette a donné à ses députés pour travailler est 1000 fois plus flexible que ce que Gilles Duceppe a donné à ses députés. Là, Gilles Duceppe, c'est un maoïste, là, c'est un putain de communiste, là, ok? Puis je peux vous garantir que dans sa manière de travailler, il était très communiste, ok? On l'appelait Staline, puis c'est pas pour rien qu'on l'appelait Staline Duceppe, là. C'est pas juste des blagues, là. Quand il y a eu son dernier vote de confiance avant la campagne de 2011, il y a eu 93% à son vote de confiance, puis il les a cherché, les 10 personnes. Il a demandé à ses employés de chercher les 10 personnes qui avaient voté contre lui. C'est control freak comme ça, là, vous n'en avez vraiment pas beaucoup. Là. Puis regardez le contenu des textes aussi qu'il a fait cette semaine, c'est rempli de sophistes, c'est fallacieux, c'est malhonnête, c'est diffamatoire. Là. Il a traité il a dit mot pour mot, là, au Bloc québécois, il y a toujours eu deux dynamiques qui existaient. Il y a les gens qui voulaient défendre les intérêts du Québec, puis ceux qui voulaient défendre plus l'indépendance. Puis là, il a ridiculisé les indépendantistes radicaux comme en nous traitant d'invocateurs pour que nous, notre stratégie d'accession à l'indépendance, c'est d'invoquer l'indépendance en la criant le plus souvent possible. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est très drôle qu'ils disent ça parce que les radicaux disent la même chose des mous. Mais, tu sais, on parle d'un homme là, qui respecte tout le monde, puis qui, s'il était sérieux, réellement sérieux et non partisan à l'intérieur de ça parce qu'il a des intérêts, hein. Il a des intérêts, je ne sais pas encore. Tu sais, il serait au-dessus de la mêlée puis il appellerait juste tout le monde à se calmer. Puis oui, là, tu sais, il ça, mais pourquoi? Plutôt qu'être le bon père des petits peuples, là, comme Staline. Le petit père des... Le petit père des peuples, exactement. Ouais. Là, il joue encore la cabale. Là. Ah, Sorti du carré de Non, sable. mais c'est... Puis le pire, c'est que c'est lui qui a fait une job de bras à Mario Beaulieu quand il a été élu, là. C'est lui qui est allé faire le tour de tous les médias pour dire que ça n'avait pas de bon sens, puis que, oh mon Dieu, ils ont crié nous vaincrons, c'est des terroristes, j'ai peur. Je veux dire, puis là, il a essayé de refaire la même chose à peu près quand Martine Ouellette est devenue chef en disant non, c'est pas une bonne idée de faire une course à la chefferie maintenant, faut pas faire ça, gna gna gna. Ouais, il fait sa belle-mère. Là. Non, mais on est fatigant, belle-mère est un terme trop doux. Rendu là, on est clairement face à... Rendu là, c'est la mère intrusive, là, je veux dire. Tu sais, la famille, il y a pas longtemps, là, qui ne laissait pas sortir leurs enfants, là, qui séquestraient, ça, c'est Gilles Duceppe, ça. Donc, bon, ben, pour clore ce point-là, sur Duceppe, tu sais, les yeux du Duceppe sont bleus, mais son cœur est rouge. Hein, donc, son cœur est très rouge. C'est très fédéraliste et très maoïste dans l'ombre. Donc, les gars, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur la fin du bloc ou quelque chose? Sur les yeux de Gilles Duceppe ou son cœur rouge? Ou sa peau beige? Plutôt blanche. T'as pas beaucoup de soleil, cet homme-là. Ben, il y a une tête de croque-mort. Je sais pas pourquoi les Québécois le respectent encore. Puis, mais sérieux, à Ils nos ont quand auditeurs, même infligé 2 sévères raclés, mine de rien. Sérieusement, pour tous nos auditeurs, toujours se fier au compas Gilles Duceppe. Je crois que c'est un bon outil d'analyse politique. Dès que regardez comment il est mesquin et comment il utilise des tactiques sales. On parle d'un homme qui a quand même traité les étudiants en 2012 il nous a comparé avec les djihadistes, là, avec les gens de d'ISIS. Il n'y a pas été aussi. Il n'y a pas eu l'élégance au moins de Jean-Martin Hossan de nous traiter de ligrafreine. Genre, à la limite, il nous a appris un mot. Ouais. C'était pas fin, mais il nous a appris un mot. Ça avait de l'élégance. Gilles Duceppe, il n'y a même pas l'élégance. Il n'y a même pas la culture. Bon. J'aurais une autre dernière question pour les quelques minutes qui nous restent. Là. Est-ce qu'on doit appuyer plus un côté que l'autre? Ou se mettre en réserve de la République? Prenons le maquis. Non, mais je crois que là... Tu sais, là, je parle du bloc là, québécois là, pour nos auditeurs. Là. Est-ce qu'on prend le côté plus... est-ce qu'on prend le côté des dissidents, on est d'accord avec eux?
ou on est d'accord avec les radicaux, les indépendants. Mais je crois que notre émission répond déjà dans l'entièreté à cette question-là. C'est plutôt que d'essayer de voir ça comme en parti ou en opposition, essayer de comprendre les principes qui devraient animer un mouvement, d'obéir au chef, mais en même temps, il faut qu'il y ait une légitimité de ce chef-là, puis de réformer la culture militante, d'arrêter de penser en néolibéraux puis de banquiers de Wall Street, alors que on est supposé être des partis, là. Je veux dire, les gars, là, allez faire votre histoire, là, République italienne, Renaissance, là, bon, c'est patricien, là, c'est la famille, c'est... Puis c'est tout, là. C'est pas Félix. compliqué, là. Ben, tout parti politique qui a le moindrement d'importance, bon, peut-être pas les libéraux, parce que comme Sam l'a très bien dit, on est plus face à une sorte de mafia. Ça, c'est plus Sicile. C'est italien, oui. hein, mais c'est Sicile. Ouais, non, c'est ça. L'Italie revient souvent dans notre discours, hein, ils ont tout inventé. C'est à cause des élections. Ouais, c'est ça, ouais. Victoire populiste, forcément, ça nous parle. Hein. Mettons. Mais non, mais un parti politique d'importance va forcément abriter plusieurs tendances en son sein, logiquement. Je veux dire, on n'est pas dans un système totalitaire, donc forcément, des partis politiques, ce sera toujours des gens qui pensent pas forcément toujours la même chose sur tous les sujets, mais qui arrivent à travailler ensemble pour le bien d'une cause. Puis il semblerait que les bloquistes ne soient pas capables de faire ça. Après, qu'est-ce que c'est la solution? Là-dessus, je suis un peu bouche bée, honnêtement. Peut-être que quand les cendres vont retomber, il y en a certains qui vont se dire « Ouais, peut-être que j'ai agi de façon absurde. » Puis je parle des deux côtés, là, en se disant ça. Peut-être que ça va finir par se résorber. Moi, je pense qu'il faut juste essayer de... Comme militant, / commentateur, / citoyen engagé, ou peu importe comment on nous appelle, il faut tout simplement essayer de rester droit, puis d'essayer de propager des idéaux qui sont pas mesquins. Combattre la mesquinerie, je pense que c'est ça qu'il faut essayer de faire. Fait que Félix dans le maquis. Oui, exactement, je prends le maquis s'il y en a qui veulent me T'as rejoindre. Paul en appartement. Demain, 7h. Là, t'as Félix dans le mec. Félix c'est le dernier japonais après la Deuxième Guerre mondiale. Là, Ouais, avec c'est son ça, sniper dans les bois. Là. Moi, j'attends juste que Lionel Gros ressuscite pour me dire d'arrêter de tirer. Là. C'est pas mal ça. Sacha, qu'est-ce que tu as à dire sur... prends-tu un camp plus qu'un autre? Moi, je crois pas qu'il y ait quelconque camp à prendre, en fait. Moi, je suis toujours du côté, dans le fond, du gros bon sens. Puis des intérêts du Québec, en fait. Puis vouloir l'indépendance, c'est vouloir les intérêts du Québec. Ce que ces gens-là doivent surtout comprendre en ce moment, c'est que c'est eux qui s'absentent, c'est eux qui ont tort, et c'est pas eux qui sont au bloc. Donc en ce moment, ce sont les perdants. Et je serai jamais, et personne ne sera jamais du côté des perdants. Donc c'est ça, puis plus ils attendent, moins ils auront de levier de négociation, un rapport de force pour être capable de revenir et avoir de meilleures conditions que ce qu'ils avaient. Donc tout ce que ces gens-là ont fait comme move, c'est de perdre le peu qu'ils avaient et de s'assurer de ne pas être élus. Parce que là, présentement, ben, s'ils voulaient empêcher les radicaux de radicaliser le parti, ben, ils viennent de littéralement libérer la voie pour pouvoir mettre le candidat radical qu'on veut dans leur comté. Se sont purgés eux-mêmes. Ils sont tous des comtés gagnables. Encore une fois. Très gagnables d'ailleurs. Ils n'ont pas gagné avec des petites majorités. Donc, je pense pas qu'il y a de bord à prendre. Le bord à prendre, c'est celui des intérêts du Québec, du gros bon sens, puis de l'indépendance. C'est d'en appeler au calme. Puis, comme on a dit, tout le monde a fait leurs erreurs. Puis, il faut surtout souhaiter de meilleurs lendemains, mais peut-être je peux ouvrir la porte à une prochaine discussion. En fait, le vrai problème qui arrive, c'est est-ce que les partis politiques sont vraiment utiles au système démocratique? Moi, je ne crois pas. Donc, sur ces réflexions, c'est une émission riche en réflexions sur la morale dans le milieu militant. Moi, si je peux rajouter ma petite touche, vraiment simplement, là, en quelques formules, pour les militants, pensez hégémonie, soyez humbles. Puis, en fait, je vais conclure l'émission sur les phrases de Claude Péloquin. Vous n'êtes pas tannés de mourir, bande de petites caves. Parce que ça résonne dans le coco quand on parle comme ça. Puis, je pense que il y en a qui vont en avoir sa conscience après ce qui s'est passé. Puis, en fait, je pense qu'il faut se relever puis être plus fort que jamais. Après une situation comme ça, c'est notre côté latin, les racines profondes catholiques qui doivent nous ressusciter à travers les flammes. Le phénix Sacha va brûler, là, il va s'en aller. le phénix va se rallumer, les cigarettes de René Lévesque vont brûler encore,
Le flambeau olympien est là, les amis. Donc, je vous souhaite, chers auditeurs, à la prochaine fois. On fait des émissions un peu sporadiquement comme ça face à l'actualité. Suivez notre page Facebook. Allez vous abonner, likez nos vidéos. Pas besoin de liker, là, je veux dire, on n'est pas monétisé sur YouTube. Là. Allez. Non, besoin de liker, là, je veux dire, ça fait plus de couverture. C'est sûr qu'il y a pas Venez vous ostiner sur la page Facebook. C'est puis, très important d'aimer la petite critiquer tout le monde ici. Venez apporter votre grain de sel, puis on se revoit à la prochaine. On est bien open. La petite cloche, oubliez pas la petite cloche sur YouTube. Et comme, ouais, c'est ça. Et comme disait Jacques Parizeau, que le dernier qui rentre laisse la porte ouverte. Allez, à plus.